Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur l'adjoint, monsieur Tramet, mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec une profonde émotion qu'au nom de l'association Claude Guyot, je vous souhaite la bienvenue à Arnay-le-Duc, à cette table ronde organisée à l'Hôtel de Ville dans cette splendide salle de justice de paix à l'occasion du 60e anniversaire de la mort de Claude Guyot. Je souhaite remercier très chaleureusement M. Thierry Hall, professeur agrégé d'histoire contemporaine à l'UNSPE de l'Université de Bourgogne, M. Lachance Sambarlac, professeur en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, et à Mme Harmonie Mariette, doctorante en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui afin de prendre la parole pour évoquer la figure résistante de Claude Guyot. Permettez-moi de noter que grâce à un partenariat initié entre l'association Claude Guyot et l'Université de Bourgogne, nous pourrons vous présenter prochainement l'ouvrage réédité de Claude Guyot, historique du comité départemental de la libération de la Côte d'Or. L'objectif étant de le rendre plus accessible à nos contemporains afin qu'ils s'emparent de cette écriture singulière de la résistance en Bourgogne. Le 30 avril, mais qui est Claude Guyot? Le 30 avril 1965, la ville d'Arnay-le-Duc est plongée dans la stupeur. Claude Guyot, son maire depuis plus de 39 ans, vient de rendre son dernier soupir dans la maison familiale du 3 rue de l'Église. Claude Guyot n'était pas seulement un enfant de notre territoire, il était un homme d'engagement, de passion et de conviction. Toute sa vie, il a œuvré avec une rigueur exemplaire, une curiosité insatiable et un humanisme lumineux. Qu'il s'agisse de sa mission d'élu de la République pendant 40 ans, de son sacerdoce professionnel comme professeur au lycée Carnot de Dijon, ou de sa présence constante aux côtés de ses administrés, il laissait partout où il passait une trace forte, indélébile, sincère et profondément humaine. En témoignent les photos de ses obsèques en mai 1965, où près de 2000 personnes se sont massées dans les rues d'Arnay-le-Duc afin de lui rendre un dernier hommage. À noter que l'ensemble des plus hautes autorités de la région Bourgogne et de la Côte d'Or, toutes sensibilités politiques confondues, se sont rendues à ses obsèques afin de lui rendre un dernier hommage. Claude Guyot naît le 28 février 1890 dans le hameau de Chassenay à Arnay-le-Duc. Il est le fils de Jean-Philippe Guyot, conseiller municipal, et de Louise Chamilly. Claude Guyot, bachelier en 1908, après des études au collège d'Arnay-le-Duc et d'Autun, fut maître d'internat au lycée de Mâcon de 1908 à 1910, puis de Dijon de 1910 à 1912. Licencié ès-lettres, langue et littérature classique en 1911 à la faculté de lettres de Dijon, il obtint un diplôme d'études supérieures en 1912 et travailla comme répétiteur au lycée de Vesoul pendant quelques mois. Il commença son service militaire dans l'infanterie et fut maintenu sous le drapeau en 1914. Blessé à 2 reprises, il ne fut démobilisé qu'au printemps 1919 au grade de lieutenant. Titulaire de 3 citations, il obtint la Légion d'honneur. Claude Guyot reprit ses études comme boursier d'agrégation à la faculté de lettres de Lyon et se maria le 12 août 1919 à Arnay-le-Duc avec Jeanne Vollot, native elle aussi de la commune et fille d'Antoine François Vollot, comptable, qui exerça les fonctions de maire d'Arnay-le-Duc de 1884 à 1900. Ils eurent 2 enfants, Denise et Claudette Guyot, à qui je souhaite rendre un hommage appuyé aujourd'hui. Claude Guyot s'inscrivit ensuite à la Sorbonne, tout en étant répétiteur au lycée Louis-le-Grand à Paris. Reçu à l'agrégation de grammaire en 1920, classement spécial, il fut nommé à la rentrée suivante professeur au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, avant d'être affecté au lycée Carnot, où il effectua le reste de sa carrière de 1921 à 1950. Conseiller municipal et maire adjoint d'Arnay-le-Duc en 1925, Claude Guyot fut élu maire en 1926 et le restera jusqu'à sa mort le 30 avril 1965. Parmi ses actions majeures qui ont laissé une empreinte locale durable, il convient de citer la création au début de 1927 d'une boucherie municipale à Arnay-le-Duc pour lutter contre la vie chère, laquelle subsistera jusqu'à la fin des années 60. Il fut mobilisé de nouveau en 1939-1940 comme lieutenant au 81e régiment régional. Maintenu comme maire en 1941,
Il fut révoqué de ses fonctions en 1942 comme hostile à la politique intérieure et extérieure du maréchal Pétain. Et que le conseil municipal d'Arnay-le-Duc fut dissous par arrêté ministériel le 8 mars 1942. Guyot fut résistant dès l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Il prit alors part à la résistance dans le groupe Libération Nord et devint le 12 novembre 1943 président du comité départemental de libération auprès duquel il fut détaché en octobre 1944. Il contribua à l'épuration, à la remise en place des autorités locales et à la reprise économique locale. La présidence du comité départemental de la libération de la Côte d'Or lui vaudra à la libération la présidence du comité régional et en 1947 la médaille de la résistance. Structure de la résistance interne française, les comités départementaux de libération, CDL, voient le jour en 1943 dans la clandestinité. Leur existence est légalisée le 21 avril 1944 par une ordonnance du Comité français de libération nationale. Présents dans chaque département, les CDL représentent à chaque échelle le Conseil national de la résistance. De ce fait, chaque organisation de résistance, organisation syndicale et force politique affiliée au CNR, est présente au niveau local et représentée au sein du CDL. Ces comités ont une triple mission: préparer la libération des départements, mettre en place l'épuration et favoriser un retour rapide à la légalité républicaine. Après la libération, les CDL se présentent donc comme les principaux interlocuteurs des autorités mises en place par le gouvernement provisoire de la République française. Chaque CDL s'appuie sur des structures plus locales, les comités cantonaux de libération, appelés CCL. Les CCL fonctionnent à partir de l'été 1944. Ils prennent part au processus d'épuration administrative, politique, économique, travaillent activement sur la question du ravitaillement et préparent les nouvelles municipalités provisoires. Avec l'aide des CCL, mais aussi des commissaires de la République, du préfet et des renseignements généraux, les CDL préparent donc les dossiers relatifs aux collaborateurs en vue de leur jugement et s'intéressent également aux victimes de guerre, déportés, résistants, civils, afin de leur venir en aide. Par ailleurs, le CDL joue un rôle actif dans la destruction de la propagande fichiste au profit d'une propagande de la résistance. Le CDL de la Côte d'Or est le premier à voir le jour à l'automne 1943. À l'issue de la première réunion, le 12 novembre 1943, Guyot, du mouvement Libération Nord, est désigné pour présider le comité. Il est secondé par deux vice-présidents, Marcel Marchand et le commandant Berger. Le CDL de la Côte d'Or regroupe des représentants de la SFIO, de la Fédération radicale socialiste, du PCF, des mouvements ceux de la résistance et ceux de la libération, du mouvement Libération Nord, du Front National, de l'organisation civile militaire, du mouvement Libération Nationale et de la CGT. Il est composé de 8 commissions, la commission d'épuration du pouvoir public et des collectivités, la commission des municipalités, la commission du pouvoir public et des collectivités, la commission du ravitaillement et des prix, la commission d'action sociale, la commission de l'information, des transports et communications, la commission d'hygiène et la commission de justice. Pour mener ces différentes missions, le CDL s'appuie sur les réseaux de CCL, donc les comités cantonaux de libération, établis dans le département. Le CCL de Dijon regroupe les 4 cantons dijonnais. Les autres CCL sont localisés à Aigné-le-Duc, Arnay-le-Duc, Auxonne, Bagnols-les-Juifs, Beaune, Châtillon-sur-Seine, Genlis, Gevrey-Chambertin, Grancey-le-Château, Is-sur-Tille, Laigne, Mirebeau-sur-Bèze, Montigny-sur-Aube, Nolay, Nuit-Saint-Georges, Pontaillé-sur-Saône, Pouilly-en-Ossois, Précy-Souty, Recey-sur-Rouge, Saulier, Sœurs, Vénaré-les-Laux et Vito. Le 21 octobre 1945, Claude Guyot fut candidat aux élections législatives en Côte d'Or, derrière Jean Bouet, qui s'était fortement opposé aux accords de Munich de 1938. Bien que la liste socialiste fût un temps devancée par la liste conduite par le chanoine Kir, Claude Guyot fut élu député à la plus forte moyenne et il intervint lors des débats sur le budget de l'éducation nationale en 1945 et sur le projet de la Constitution qu'il approuve par vote du 19 avril 1946.
Le mandat auquel Claude Guyot fut le plus attaché est celui de maire de sa commune d'Arnay-le-Duc. Sa ville était sa raison de vivre. Beaucoup de ses adversaires lui reconnaîtront d'avoir été un très grand maire et d'avoir défendu les intérêts de sa ville et des Arnétois durant près de 4 décennies, attirant sur elle l'attention de bon nombre de ministères et de financements. C'est lui qui sera le grand maire des transformations contemporaines majeures de la ville, réseau d'adduction d'eau, construction du collège, boucherie coopérative municipale et de tant d'autres grandes réalisations dont vous pourrez prendre connaissance lors de la prochaine publication de l'association Claude Guyot, 40 ans de magistrature municipale. Au travers de mon propos introductif, j'ai souhaité vous dresser un portrait global, fidèle et sincère de Guyot, avant que nos intervenants ne prennent la parole avec une approche scientifique et approfondie. En conclusion de mon propos, je souhaite remercier M. Jacques Perrault, conservateur général du patrimoine, membre correspondant de l'Institut au titre de l'Académie des sciences morales et politiques, ancien directeur du musée de l'armée des Invalides et vice-président de l'association Claude Guyot, d'avoir accepté la rude et délicate mission de conclure cette table ronde. Je souhaite vraiment vous remercier, Monsieur le maire, pour cette journée, Monsieur l'adjoint, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus, parce que sans vous, rien n'aurait été possible. Et Monsieur le maire, je vous invite à prendre la parole également pour ouvrir cette table ronde. Merci beaucoup. Merci. Merci. On m'entend, oui? Enfin, je peux parler plus fort, hein, si vous voulez. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Là, comme ça, peut-être, c'est mieux. Parfait. Et écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette introduction. Je vais faire plus court, je pense. C'est un plaisir de vous accueillir ici, dans l'hôtel de ville d'Arnay-le-Duc, dans, vous avez dit, cette majestueuse salle. Alors, c'est la salle des mariages aujourd'hui, mais ce fut une salle de justice de paix. Et on a toujours un très grand plaisir à accueillir nos concitoyens, les locaux, mais aussi les gens de l'extérieur, pour leur montrer aussi le patrimoine qu'on a qui est remarquable. On échangeait d'ailleurs juste avant cette réunion sur le patrimoine d'Arnay, qu'on traverse malheureusement souvent sans s'y arrêter, et c'est une erreur, parce qu'on a un patrimoine qui soit naturel, bâti, qui est tout simplement fantastique et qui mérite vraiment qu'on s'y pose et qu'on s'y attarde un petit peu et qu'on l'étudie. Ce patrimoine est aussi en lien avec les personnages historiques qui ont été à Arnay au fil des siècles, je dirais même depuis l'Antiquité. Arnay fut toujours un passage stratégique, et puis lors des guerres de religion, lors de la Première Guerre mondiale ou la guerre de 1870, à chaque étape, il y eut des moments forts et surtout des personnages qui ont marqué le territoire. Claude Guyot en est un, évidemment, et quand on pense que 60 ans après cette disparition aujourd'hui, on évoque encore régulièrement son souvenir dans des discours, dans des travaux, dans ce qu'il a pu faire, mettre en œuvre, eh bien c'est véritablement le symbole qu'il a marqué le territoire et même bien au-delà. Si on compare à d'autres personnages même emblématiques, il est rare de traverser une si longue période et d'être finalement toujours aussi présent. Il y a beaucoup de choses qui ont marqué, vous l'avez rappelé, sa vie, son engagement. On était ce matin au collège, évidemment, c'est la transmission du savoir aussi, auquel il était très attaché en tant que professeur, et puis partager ses connaissances. La résistance, ce sera évoqué avec la guerre, et vraiment pour moi le mot qui pourrait le qualifier le mieux serait le mot d'engagement. Un engagement du quotidien, un engagement pour la commune, et plus largement, et qui démarrait très jeune et qui s'est poursuivi au fil des étapes durant sa vie. Pendant la Première Guerre mondiale, vous l'avez rappelé, il a combattu, été blessé. Entre les deux guerres, il devient maire d'Arnay-le-Duc. Ça se poursuivra pendant 40 ans, pratiquement. C'est assez impressionnant, 40 ans. On se dit qu'il fallait un certain courage. Et puis tous les autres engagements pendant la Seconde Guerre avec le CDL, évidemment, après la guerre, avec cette lutte contre la vie chère et cet accompagnement quotidien.
Et cet engagement, il était de toute nature, il était aussi bien dans la proximité. On a des témoignages, alors ici, il n'y a que des personnes qui n'ont pas pu le connaître, tout le monde est relativement jeune, mais chez les anciens, on a des témoignages de cette proximité et finalement, il répondait à chacun, il recevait tous ceux qui le demandaient, et ça, c'est certainement une qualité d'homme grand, de pouvoir répondre à toutes les demandes. J'ai un autre exemple tout simple de l'engagement du quotidien, c'est quand on prend les registres d'état civil, par exemple à Arnay-le-Duc, dans les petites communes comme les nôtres, on n'a pas d'officier d'état civil. C'est le maire qui signe les registres permanence et demande un certain temps. Il faut être présent, il faut lire les registres, valider, etc. Et sans comparaison aucune, il y a certains maires qu'on ne voit pas beaucoup, du moins les signatures. Claude Guyot, dans la période où il fut maire, c'est tout le temps lui. Il n'a jamais quasiment un adjoint qui signe à sa place. Donc c'est quelque part aussi une preuve de cet engagement du terrain, de proximité et permanent. Évidemment, il y a des engagements beaucoup plus profonds, beaucoup plus grands et qui allaient en ce sens également. Un autre point qui me fait penser à Claude Guyot, c'est une métaphore. Alors, je crois que c'est du XIIe siècle, alors vous me corrigerez peut-être si je me trompe. L'expression exacte, ça devait être des nains sur les épaules des géants, c'est ça? Ouais, ça a évolué au fil des épaules, des siècles. Le sens a pu évoluer aussi. Il y a une émission de radio d'ailleurs, aujourd'hui, c'est sur les épaules de Darwin, je crois, sur les épaules des géants. Et ça me fait penser à ça quand on doit prendre des décisions, non pas par prétention en se disant qu'on va atteindre leur niveau ou leurs compétences, mais c'est plutôt dans le sens où on s'appuie sur cette connaissance, sur ce qu'ils ont construit pour essayer de voir plus loin et de prendre les bonnes décisions, voilà, en s'appuyant sur des personnages comme Claude Guyot qui ont marqué le territoire et qui nous permettent tout simplement d'avoir une vue d'esprit beaucoup plus lointaine et de prendre certainement des décisions meilleures. Voilà, en tout cas, je tiens à vous remercier, les universitaires, de votre présence à Arnay-le-Duc, ça nous touche beaucoup. Vous tous qui êtes présents ici, et puis l'association et son président pour avoir organisé cette belle journée de commémoration. Merci beaucoup à vous. Expliquer un peu comment on a conçu les interventions autour de l'historique du comité départemental de libération de la Côte d'Or. Alors, en tant qu'historien, on va procéder un peu de manière rétrospective. Moi, je vais introduire le propos en interrogeant sur l'écriture singulière de cet ouvrage qu'on va rééditer grâce à l'appui de l'association. Vous pourriez parler plus fort, s'il vous plaît. On va rééditer. Alors, je n'ai plus de voix, donc je vais essayer de... On va rééditer grâce à l'appui de l'association aux éditions universitaires de Dijon, sans doute dans le courant du premier semestre 2026. Et une fois cette introduction passée, Monique, qui est l'adresse spécialiste des comités départementaux de libération, rentrera vraiment dans le vif du sujet. Elle sera complétée par Thierry, Fin et Rudy, les questions de résistance et d'épuration en Côte d'Or. Donc, l'historique du comité départemental de libération de la Côte d'Or est édité en 1962 à compte d'auteur par Claude Guyot, et j'ai appris ce matin, réactualise mon propos, que c'est sa fille qui a tapé le manuscrit. C'est pour les chroniques de mer, l'historique des 40 ans de magistrature. Donc alors, je ne sais pas qui l'a tapé, si c'est lui ou si c'est... Ça reste... Mais c'est vrai, d'emblée, ce qui interroge, c'est la sobriété de la couverture, qui va souligner l'engagement du titre. Il s'agit d'un historique et pas d'une histoire, soit d'un exposé chronologique porté par l'auteur en sa qualité d'ancien président du comité départemental de libération,
préfacé par Jean Bouet et Jean Néret, tous deux anciens commissaires de la République en Bourgogne et Franche-Comté. Ce dispositif, tout en garantissant l'autorité de Claude Guyot sur ce qu'il va écrire, il en est l'acteur principal, efface ce qui, somme toute, sera notre première interrogation. Comment entendre cette édition à compte d'auteur, sinon par une forme d'isolement de l'auteur au moment où il va apparaître? On peut supposer, aux alentours de 62-63, il y a eu une vague de publications sur la résistance dans d'autres parties de la Bourgogne dès 1945, souvent d'ailleurs financées par les mouvements de résistance, et cette historique qui est la parole d'un témoin survient bien plus tard. Donc, la première question, c'est finalement comment comprendre cette relative forme d'isolement et ce besoin de laisser une trace écrite. Et cette interrogation se redouble rapidement de l'analyse de l'écriture de cette historique et de sa réception limitée dans l'espace bourguignon. Il y a vraiment le seul véritable commentaire quasi contemporain de l'historique, ce sont les Annales de Bourgogne, et c'est un commentaire sur lequel je m'appuierai, je reviendrai, qui est en oblique sur la question de l'ouvrage. Il y a une sorte, de manière implicite, il y a une critique menée contre Claude Guyot sur laquelle j'interviendrai longuement. Et cette réception critique, Claude Guyot anticipe lui-même dans la conclusion par une plume qui est délibérément déceptive. Je vous ai reproduit la citation. Alors, sauf mention contraire encore des slides, toutes les citations sont tirées de l'historique. Je n'ai pas mis la page puisque c'est la version numérique qu'on a, puisqu'on est en train d'en faire l'édition critique. Alors voilà ce qu'il dit. Me voici arrivé au terme de cette historique du comité départemental de la Côte d'Or. Le lecteur, s'il y en a, le trouvera vraisemblablement sans attrait. La faute en sera pour une grande part aux insuffisances du narrateur, pour une autre part à la tendance à l'oubli que les hommes ont volontiers des périodes troubles et au manteau qu'ils aiment jeter sur leurs faiblesses. L'historien, en tout cas, épuisera des éléments utiles pour juger ce bref et pathétique moment de notre vie nationale. Alors je reviendrai bien évidemment sur cette dernière part en conclusion. Mais je voudrais qu'on prenne au mot près cette citation pour entendre que cet ouvrage qui serait donc, suivant Claude Guyot, vraisemblablement sans attrait, marqué, si on le suit, par les insuffisants du narrateur, pour l'entendre non pas par un échec, mais par l'expression même d'une singularité dans son temps d'édition, il est écrit entre 1959 et 1962, manifestement, dans son temps d'édition comme par son style. Donc mon propos contiendra trois parties relativement rapides. La question d'édition à compte d'auteur, la question ensuite de cet ouvrage comme objet politique, et enfin la sensibilité de Claude Guyot. Alors, c'est d'abord et avant tout une édition à compte d'auteur. C'est une édition à compte d'auteur que Claude Guyot semble indiquer, rédigée dans l'après-coup, ce qu'il dit dans les premières lignes du volume, c'est à la demande de mes amis, des quelques survivants de cette grande épreuve, et aussi pour satisfaire un désir, un besoin personnel, que j'ai décidé d'écrire cette histoire du comité départemental clandestin de libération de la Côte d'Or. Alors le contexte est donné sans plus de précision, pression amicale, mais alors on sait, Claude Guyot socialiste, que l'amitié en milieu socialiste, c'est à la fois des relations amicales comme on les entend, à la fois des relations amicales comme on les entend nous, mais le terme même d'amitié est lesté en socialisme, d'amitié politique. L'amitié est donc celle des amis, et on peut supposer que Jean Néret et Jean Bouet le sont évidemment, quand on dit l'historique c'est assez clair, mais aussi des camarades politiques, et vous savez que Jean Bouet et Jean Néret le sont politiques, entre autres. Et désir d'écriture en même temps ressenti par l'auteur comme un besoin personnel, soit le fait de revenir sur une expérience, de rendre compte. Alors justement, cette question de rendre compte de l'expérience du CGN, les Annales de Bourgogne la prennent au sérieux dans un compte-rendu rédigé par Jean Richard, mais compte-rendu obliquement critique qui va compliquer ce premier abord de l'écriture d'un acteur dans l'après-coup. Alors, s'il indique que... Alors Jean Richard, c'est un grand historien de la période médiévale. La petite histoire, les Annales de Bourgogne comptent dans leur comité de rédaction Drouot,
Chevrier notamment, Chevrier qui était magistrat des sections spéciales pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. L'université a été, toutes les institutions traversées par la question de la résistance, de la collaboration, de l'attentisme, et il semblerait qu'au milieu des annales était plutôt du côté d'un attentisme bienveillant envers le régime de Vichy, si on peut le dire comme ça. Voilà. Donc évidemment, Claude Guyot ne se situe pas dans ces eaux-là. Hein. Ce qui donne tout le sel du compte-rendu qu'en fait Jean Richard. Alors si Jean Richard dit que Claude Guyot était le mieux placé pour écrire l'ouvrage, c'est difficile de le nier, il ajoute aussitôt un témoignage, disions-nous, ce n'est pas sans raison que M. Guyot, historien lui-même, a préféré user du terme d'historique et non de celui d'histoire. Les pages qu'il a écrites pourraient fort bien dater des mois qui suivirent la dissolution du CDR. M. Guyot s'est gardé de se référer à tout ce qui est paru depuis 1945 sur la vie de la France, entre 1940 et 1944, ou sur les débuts de la 4e République. En cela, il a eu parfaitement raison. Nous préférons infiniment ce récit où les souvenirs personnels abondent, où l'écho des luttes passées reste tout frais, à une reconstitution qui ne serait pas un témoignage et qui pourrait être encore prématurée. Prématurée en 1962, 15 ans après les événements, suppose, sous des dehors élogieux, une critique acide à plus d'un titre. Cette critique, elle choisit d'emblée, en rappelant l'historien qui est aussi Claude Guyot, de ne lire ici qu'un témoin, et donc suggérant sa partialité. Dans le balancement de ces trois phrases, retournons d'abord que ces pages pourraient dater des mois qui suivirent la dissolution du CDR. L'assertion est donnée en forme d'impression et contredit l'incipit de l'ouvrage de Claude Guyot d'une écriture a posteriori. Elle éclaire pourtant, cette assertion, la dualité de la composition de l'ouvrage que donne à voir le jeu des deux préfaces. Celle de Jean Bouet pour le CDL durant la guerre, donc de 1943 à la Libération, puis celle de Jean Méret qui survient après le chapitre évoquant le CDL pendant la guerre, celle de Jean Méret pour la période du CDL après la Libération. Dans la première partie de l'ouvrage, Claude Guyot insiste sur la nécessité pour les membres du CDL de ne pas conserver de notes ou de documents, des réunions clandestines, mais insiste sur le danger, avéré d'ailleurs, de conserver ces notes si elles sont saisies. Et l'écriture même des chapitres de cette première partie ressort à cette logique faite de souvenirs. Hein. Elle est plus enlevée, comporte plus d'anecdotes que la seconde partie, plus documentée, produisant des textes, des articles, des comités donnés comme archives, hein, qui devaient sans doute figurer dans les archives malheureusement disparues de Claude Guyot. Alors cette charpente documentaire nourrit davantage l'analyse de la seconde partie. Ainsi, si cet historique témoigne, le témoignage produit dans son écriture même révèle le contexte. Celui pour la première partie d'une résistance qu'on peut entendre selon les mots de Pascal Copeau et Claude Guyot inconnu, la Libération Nord, Libération Sud. On est exactement à la jonction de ces deux mouvements entre Pernand Vergelès et Nollet Arméduc. Donc cette première partie, c'est plutôt suivant l'expression de Pascal Copeau, hein, l'évocation de la fragile toile d'araignée qu'était la résistance pendant la guerre. Et la seconde partie, plus corsetée dans le registre administratif des tâches de reconstruction politique, économique et sociale de la Libération, plus administrative, ressort sans doute davantage, et j'attends l'apparition annoncée du troisième opus de Claude Guyot, ressort sans doute plus davantage aux politiques municipales, hein, maire qui était à l'expérience de maire, hein, et à sa manière d'organiser le ravitaillement, la vie sociale, et à la responsabilité qu'on évoquait déjà ce matin au collège de veiller à la légalité de l'épuration. Alors, ce balancement échappe totalement à la plume de Jean Richard, davantage consacré ici à une prise de position sur le fond même de l'écriture de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il dit que Claude Guyot s'est tenu à l'écart. Ce qui s'est écrit, c'est une entreprise née des milieux de la résistance durant la guerre même, d'écriture des mouvements de résistance, des actes de résistance, pour que l'expérience ne soit pas oubliée. Entreprise rendue difficile à la clandestinité, hein, la question des notes, etc. Et entreprise qui très rapidement sera prise en charge ensuite par l'État, d'abord avec la commission d'histoire de l'occupation de la libération de la France, dès octobre 1944, quand la guerre n'est pas terminée, remplacée ensuite par le comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, dirigé notamment par Henri Schmitt. Cette entreprise d'État d'écriture de la résistance s'est appuyée sur la parole des témoins et un fort réseau de correspondants. Et on assiste historiquement à une floraison de parutions
sur la résistance dès 1945, floraison auquel, mais très tardivement, en queue de comète, finalement, on pourrait attacher l'historique. Donc ces réseaux de correspondants devaient interviewer les résistants et permettre graduellement la production de synthèse dans l'esprit de la manière dont on faisait l'histoire à l'époque, départementale, régionale, puis interviendrait ensuite la synthèse nationale. Ce réseau s'est doté très rapidement d'une revue, la revue d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, créée en 1950, qui accompagne ce mouvement et suscite les premières publications analytiques. Les Annales de Bourgogne, de ce point de vue-là, ont publié très rapidement, en 1946, les quelques articles de Maurice Lombard sur les maquis, relatant ce qu'est un maquis expérience totalement opaque de l'extérieur pendant la guerre. Donc, c'est ce massif de travaux, ces interprétations auxquelles se réfère Jean Richard, qui pourtant, en tant que médiéviste, est rétif à l'histoire immédiate nourrie de la seule parole des témoins. Pour lui, seul l'écrit, l'archive parle, vaut preuve, et la parole est suspecte. Pour autant, il s'appuie sur ces publications pour noter qu'elles sont absentes du propos de Claude Guyot. Et il inscrit ainsi Claude Guyot davantage dans un réseau d'acteurs, laissant entendre, je vois une feuille comme d'habitude, ce sont, j'ai une imprimante qui choisit elle-même la manière dont je dois lire mes notes. Donc, ce brave Jean Richard, en fait, souligne incidemment que Claude Guyot n'est finalement ici pas historien, juste témoin. Et en fait, ce que Claude Guyot dit, ceci dit, c'est que cette histoire, elle a été écrite avec le recul du temps, loin de la fièvre du moment, en toute sérénité. L'auteur a vu, hélas, beaucoup des espérances d'alors s'effondrer, parfois la générosité se transformer en égoïsme, l'esprit des mouvements se muer en appétit. On ne peut forcer indéfiniment la nature et l'héroïsme n'est qu'un accident. Mais il a eu, l'auteur, l'immense plaisir, en relisant ses notes, de revivre avec intensité cette époque, où ensemble, à même cœur, une escouade de patriotes côte-doriens essayaient de rétablir la liberté et de forger une patrie aux solides vertus qui mérita de servir de modèle à l'humanité. Il faut entendre patrie là, au sens d'abord d'une petite patrie, la Côte d'Or, et la patrie avec un grand P, dans la France d'un second temps. Mais je pense que si on relie ça aux patriotes côte-doriens, en doux socialiste qu'il était, en beau joëtien d'une certaine manière, c'est la dialectique des petites patries que joue Claude Guyot ici. Il y a certes des oublis, écrit-il, et des lacunes dans cette histoire des CDL clandestins. J'ai été mêlé à peu près à tous ces actes, j'ai présidé à toutes ces séances. Si des actions courageuses m'ont échappé, ce n'est pas de propos délibérés que je ne les ai pas mentionnés, c'est tout simplement que j'ai été ignoré ou que ma mémoire a eu une défaillance. Donc, cette citation, elle vient heurter l'appréciation de l'historien ex-cathédrale, mais médiéviste, c'était Jean Richard. En fait, ce que Jean Richard n'a jamais dans son annale, du tourne autour, c'est que ce texte, l'histoire de la résistance, c'est d'abord et avant tout un objet politique et un exercice d'écriture personnelle. Alors, c'est un objet politique, puisqu'il est un constant balancement entre un exercice de mémoire et le deuil des espoirs politiques placés dans les libérations. Le silence de la clandestinité est repris dans la première partie, l'héroïsme des acteurs croqués au titre somme toute d'un devoir de mémoire, quand la seconde partie est discrètement énervée de remarques désabusées sur la justice, l'affaire Voisenet sur laquelle reviendra Thierry, l'affaire Marsac qu'on a évoquée ce matin, et les comportements de l'ensemble du personnel politique du CDL. Le sel de l'ensemble tient que par son objet même, un historique du premier CDL, Claude Guyot produit là un témoignage où prime la dimension politique de l'organisation et non le récit d'un seul ou un mémorial comme d'autres parutions contemporaines en Bourgogne-le-Sion. C'est à ce point que l'horizon de la critique des annales de Bourgogne échoue ou se refuse à affronter l'obstacle. Cet historique est avant tout un texte où le politique, dans la question du retour à la République et quelle République s'impose, etc. Si on suit Claude Guyot, pourquoi cet historique après plus de 15 ans? Parce que nous ne sommes pas éternels, que la mort a déjà frappé à nos portes et que nous, disparus, personne ne saura. Parce qu'enfin, cette période de notre histoire, par les vertus de quelques-uns, mérite de ne pas sombrer dans l'oubli. Alors, ce pourquoi, conjugué à l'oubli ou à la mort qui frappe à nos portes, s'entend socialiste, dans la configuration socialiste de la Côte d'Or.
Le comité de libération de la Côte d'Or se comprend pour Claude Guyot dans le temps long de son engagement socialiste. Il en est, au titre de son engagement, quasiment la clé. 15 ans après, il va constater l'échec du socialisme en Côte d'Or, comme à l'échelle nationale, où en 1962, la SFIO s'estompe dans la logique des clubs. Il faudra apprendre la remise en train mitterrandienne d'abord par la FGDS, puis après, en 1974, par les assises du socialisme pour que la SFIO cédant la place au Parti socialiste, revienne aux affaires et redevienne un parti d'envergure nationale. En 1962, on est plutôt dans un constat d'émiettement. Et Jean Dubreux, qui produit une belle synthèse sur l'histoire du socialisme en Bourgogne, il pointe en quelques lignes ce basculement après 1946, c'est-à-dire après la dissolution du CDL. La SFIO entame alors une période de déclin historique. L'exemple causedorien illustre bien ce processus. Pourtant, au sortir de la guerre, la Fédération socialiste de Côte d'Or était en position de force. Elle détenait la mairie de Dijon avec Georges Cohn, elle dirigeait le CDL avec Claude Guyot, elle tenait la préfecture avec Marcel Juillet et elle avait le commissariat de la République avec Jean Louet puis Jean Néret. Aux premières élections de la 4e République, elle avait 2 députés, Jean Louet et Claude Guyot. Toutefois, si elle comptait près de 1000 adhérents et une trentaine de sections, elle perdait un siège de député dès juin 1946, celui de Claude Guyot. Seul Jean Louet reste au nom de la 4e République, député socialiste de la Côte d'Or. Alors la 4e République, dont il fut député à la Constituante, n'est plus. La SFIO est atone au niveau national, comme à Dijon pour Claude Guyot. Et dans ce mouvement s'entend la remarque conclusive de Jean Richard, qui est une véritable attaque, non pas frontale, mais une véritable attaque, et politique, pour le coup, malgré toute l'impartialité que les annales de Bourgogne entendent imprimer au compte-rendu. Malheureusement, M. Guyot n'a pas inclus dans son historique le récit de la dissolution du comité et de sa liquidation. Il nous laisse seulement entrevoir que l'approche des élections aggrava les dissensions de celui-ci. Il n'empêche que sous la forme qu'il lui a donnée, son livre sera très utile pour l'historien qui voudra étudier le rôle très varié de ces institutions révolutionnaires que furent les comités de libération. On sent ici l'âpreté feutrée d'affrontements politiques déjeunés, d'autant qu'au compte-rendu de Claude Guyot va succéder une notude beaucoup plus élogieuse de l'historien, que témoin, que formulé et acteur aussi, qu'est Maurice Lombard, également professeur au lycée Carnot en histoire-géographie, mais gaulliste. Maurice Lombard, on se fait à ce moment-là, avant de devenir sénateur bien plus tard, l'historien des maquis dont il fut acteur. Alors s'arrêter ici au seul examen du contexte d'écriture et de réception de cet historique ne suffit pas à embrasser l'ouvrage. Posons ici qu'ici Claude Guyot est résistant, socialiste et politique dans ses écritures et qu'à ce titre il autorise une incursion dans l'écriture sensible à l'objet politique parce qu'un ouvrage il apporte des informations sur lesquelles mes 2 collègues sont bien plus formés que moi, mais c'est d'abord et avant tout une sensibilité, un style, une plume. Cette sensibilité, c'est celle d'un grammairien, vous l'avez rappelé, il est agrégé en 1901, un grammairien marqué par l'époque moderne locale à laquelle il consacre un ouvrage en 1928, heureusement réédité par l'association, je fais l'objet d'un passage. L'écriture de l'historique du CDL compose avec cette culture où le socialisme s'intrique au métier, aux applicances historiques de l'auteur, son style le révèle. En socialiste, Claude Guyot conçoit la résistance comme un bloc à la manière de la Révolution selon Clémenceau. Il est certes pénible d'apprendre que les actes de banditisme sont perpétrés à une heure où toute la nation devrait vibrer d'un espoir d'avenir. On peut supposer qu'ici, il fait par exemple référence aux actions du maquis Marius du côté de Beaune et de la Plaine, Marius étant traîné 3 fois devant les tribunaux de l'après-guerre. On ne peut empêcher, dit Claude Guyot, l'écume de remonter à la surface. La Révolution française avait dit un jour Clémenceau, il faut la juger en bloc. Son jugement s'applique exactement à la vie maquisarde, que les ignominies des pillards ne cachent pas les traits d'héroïsme des valeureux soldats de la résistance, que les laideurs de certains détails ne dissimulent pas la beauté de l'ensemble. Et donc, dans cette citation, on a toute l'âpreté et la difficulté d'affirmer une histoire en bloc de la résistance, que 2 signes ici s'imposent. D'une part, la référence révolutionnaire n'est pas unanimement partagée au sein de la SFIO dans l'entre-deux-guerres. Elle va donc ancrer Claude Guyot dans l'histoire longue du socialisme codorien à la gauche du parti. La citation suppose également une forme de fatalisme. Il n'y a pas d'irénisme dans ces descriptions de la résistance, ce qui tranche assez nettement avec
la floraison des mémoriaux qui sont sortis entre 1945 et 1962. Et l'on peut reconnaître une forme de jansénisme laïque qui anima certains socialistes dijonnais, comme Thierry Hall, par exemple, le montra pour Lucien Lérard. Claude Guillot évoque ici, pour la période du CDL, les vertus de quelques-uns, supposant une force morale individuelle, tout en indiquant qu'il n'est pas de grâce, puisque l'esprit de dévouement peut se muer en appétit, on peut forcer indéfiniment la nature, et l'héroïsme n'est qu'un accident. Ce jansénisme laïque, si vous en acceptez l'expression, est d'abord conçu par le patriotisme, sans un rapport à la petite patrie, dans un rapport à la nation. Et Guillot, ici, accepte encore ces prémices, il est d'une certaine manière un janséniste en termes de gallicaniste, c'est-à-dire qu'il va défendre le parlementarisme, il se réfère à la doctrine de Janssen, et les assemblées régionales, les parlements, contre le pouvoir absolu de l'État. Et c'est le sens de ces interventions à la Constituante, quand il est député. Et c'est au titre aussi de ces réflexions, de ce rapport à la nation, à la patrie, aux petites forêts, et des réflexions sur la guerre, qu'une refonte par la forme républicaine s'entend, tâche à laquelle le député à la Constituante s'attela. Ensuite, le candidat à la députation qu'il fut pour l'UDC en 1996, non élu, s'effaça. Il n'y eut ainsi pas de destin national du président du CDL, et c'est aussi la marque de ce jansénisme laïque, c'est-à-dire comme les jansénistes, ils ne croient pas en la grâce, il n'y a pas de destin. Il y a des moments où il faut se tenir à la hauteur des circonstances, mais ça ne trace pas un destin. Guillot l'incarne, de ce point de vue-là, parfaitement, jusque dans la modestie de son propos, dans l'historique du CDL de Côte-d'Or. L'écriture est assez serrée, sèche parfois, sans fioriture inutile. Elle file droit au but tout en exhalant implicitement les fragrances d'un style hérité, proche des moralistes et des mémorialistes des XVIIe et XVIIIe siècles qu'il arpenta, notamment dans de nombreux portraits. Alors, je n'en citerai qu'un, mais je référence aussi à l'intervention de Thierry qui va voir. Il y a un vrai art du portrait dans l'historique du CDL. Alors, je vous donne le portrait de l'abbé René Dallier. Nous avions déjà deux curés, le Front National nous en délègue un troisième, un curé représentant la succursale du Parti communiste. La trouvaille était pour le moins curieuse et originale en décembre 1944. Il sera d'ailleurs un délégué sans reproche et sans faille pour le Front National. Il n'a rien de l'abbé de cour, sec, anguleux, la parole brève, une petite toux sèche, où je dirais échappé d'un cloître espagnol au temps de l'Inquisition. Mais que d'esprit et de distinction dans le langage, quelle rigueur dans l'argumentation, quelle flamme dans la discussion. Il aime frapper à petits coups secs, procéder par insinuation légère. Il se plaît visiblement à l'escrime la plus savante au lieu des grands coups de sabre de son adversaire intime, le chanoine Kir, et n'abaisse son âme que lorsqu'il a touché. Capable de soutenir les thèses les plus audacieuses et les plus dialectiques éprouvées, il n'hésite pas à recourir à toutes les ressources de la sophistique. Il y avait certes du sophiste chez ce professeur à la maîtrise, mais qu'allait-il faire dans cette galère du Front National? Ne serait-ce pas par jeu? Ne le prenez pas en tout cas pour un naïf. Il y a du Saint-Simon dans la manière de croquer comme ça en une dizaine de lignes ces acteurs du CDL. Tout était en assise et en pointe sèche. Ce portrait rappelle en outre l'expérience de propagandiste de la SCP au Tinefri, d'aller porter la parole contradictoire, ce qui ne se fait plus du tout maintenant dans les meetings politiques. Dans les années 30, on allait porter la parole contradictoire chez l'adversaire. Et donc, Guillot est totalement rompu en grammairien, mais en propagandiste socialiste aussi, au joug de Saratoire et à la rhétorique. Il se nourrit également, son propos, l'ensemble du CDL le marque, il permet de bien repérer où il est dans la gauche du Parti socialiste. Il se nourrit également d'un anticommunisme structurant l'ensemble de l'historique, structurant et donné comme une forme d'axiome. On parle de France, ils ont pensé aussi ici, quasiment dans l'épigramme, ça suffit à épingler le rôle du PCF dans le CDL. Alors l'ensemble de l'ouvrage, dans la configuration politique du CDL, place le PCF comme l'adversaire de l'intérieur, comme en 1921, occupé de Charles Bouet-Alex, Guillot entend garder la vieille maison socialiste. C'est ici une quinzaine d'années après le CDL, en 1962, donc, quand le socialisme dijonnais s'est effondré, quand dans le jeu des mémoires de guerre, gaullisme et communisme occupent le premier rang et que s'estompe une mémoire socialiste de la libération, que trempe sa plume. Cet historique, écrit sous la Ve République, sonne comme un tombeau pour un possible qui n'est pas advenu, celui d'une refonte républicaine par le CDL et le CNR, issu de la résistance. L'écriture n'a plus que la mélancolie des vaincus, de ce point de vue-là, en 1962, prenons l'histoire à témoin, mais l'historien de bonne foi reconnaîtra que les hommes du CDL Côte-d'Orien devaient faire preuve de courage et de mépris des injures pour entreprendre la tâche de
construction matérielle et civique qui allait être la leur. Et les historiens de bonne foi qui vont nous suivre vont se montrer à hauteur de la tâche. Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons laisser la parole à Harmonie Mariette, qui est doctorante en histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne et qui va intervenir donc sur Claude Guyot, présider le comité de libération, puisque c'est un central de ses recherches.